Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chat vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Givins. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des fonds multi-actifs. Pour expliquer un peu le contexte dans lequel on va discuter aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les fonds multi-actifs pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce terme? Alors un fonds multi-actif est une SICAV comme une autre, sauf qu'au lieu d'investir uniquement en actions et en obligations, elle investit dans les deux, voire dans d'autres classes d'actifs. Donc c'est réellement une SICAV à visée patrimoniale qui veut, en tout cas cherche à avoir une diversification maximale de ses actifs, à la fois actions, obligations, de diversification sectorielle bien entendu, de diversification régionale. Et on sent que c'est un type de structure, un type de fonds, un type d'approche qui est réellement le vent en poupe depuis un certain nombre d'années. Alors en Europe certainement, mais en Belgique également. Les chiffres de la BAMA le montraient encore assez bien dans leur dernier rapport annuel. Il y a un réel engouement pour ce genre de structure. On est également dans un monde de la banque privée qui essaye de trouver aussi des solutions plus standardisées. Et les fonds multi-actifs s'imposent comme une solution toute trouvée. Je pense qu'aujourd'hui, l'environnement de marché actuel le rappelle encore, avec des problèmes géopolitiques, avec des problèmes dans des secteurs particuliers comme les entreprises technologiques, où on sait évidemment l'intérêt que les Belges ont pour les biotech et que sais-je, autant de matières qu'il est difficile finalement de pouvoir appréhender en profondeur en tant que gestionnaire. Donc les fonds multi-actifs ont ceci pour eux également, c'est que c'est en général pas un one-man show. Ce sont des équipes multidisciplinaires, dont je fais partie, dont je suis représentant, qui vont réellement orienter les choix de la SICAV au quotidien. Donc c'est évidemment l'assurance d'avoir finalement un service plutôt que la promesse d'une surperformance par rapport au marché ou autre, mais d'avoir réellement une équipe à son service pour gérer les actifs au mieux, de manière diversifiée et au gré de l'actualité financière et économique. C'est ça qui explique vraiment cet engouement pour des investisseurs particuliers pour ces fonds. C'est vraiment le fait que, comme j'ai titré le chat vidéo, c'est en partie investir sans prise de tête, c'est-à-dire l'investisseur particulier va donner son patrimoine à une équipe spécialisée qui va, elle, décider où placer en quelle quantité, en quel montant le patrimoine dans les différents soit actifs et les différentes zones géographiques et les différents secteurs. Voilà, et avec tout l'intérêt de la SICAV, qui a déjà été démontré pour les autres classes d'actifs, qui est finalement de mettre des actifs en commun pour augmenter la force de frappe, bien entendu. Lorsqu'on parle des fonds multi-actifs que nous gérons chez JP Morgan, le plus grand d'entre eux fait 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, donc c'est une énorme masse, une large équipe qui va le gérer. Mais ça veut dire qu'on peut aller évidemment beaucoup plus loin que ce que pourrait faire un investisseur particulier en termes de diversification. On a par exemple 2000 lignes différentes, 2000 titres différents en portefeuille. Donc c'est un niveau de diversification qu'il est quasi impossible d'avoir à titre individuel. Si on pense ne fût-ce qu'à des lignes obligataires, sur du crédit ou autre, pour avoir une position ne fût-ce qu'un peu significative sur ces matières, seul c'est pas possible. Et alors, lorsqu'il s'agit du suivi de ces positions, là évidemment ça devient réellement impossible. Donc là c'est vraiment la force de mettre des actifs en commun à disposition en tout cas d'une équipe qui le gère pour compte de ses actionnaires et en tout cas conformément au mandat de gestion. Alors attention, un fonds multi-actif n'est pas l'autre. Vu l'engouement en tout cas qu'ont connu ces fonds ces dernières années, il y a évidemment différentes orientations qui ont été prises par les gestionnaires. Il y a des fonds obligatifs qui sont plus flexibles, des fonds multi-actifs sont plus flexibles que d'autres. Nous en avons différents. Je pense qu'une SICAV comme Global Income en Belgique est assez connue. C'est un fonds qui a en tout cas pour objectif la génération de revenus et sera ce qu'on dira relativement long only sur les marchés financiers. Donc on aura réellement des positions longues sur les marchés obligataires, sur les marchés actions. Un autre fonds assez connu, et je pense que toutes les maisons en ont, un fonds flexible multi-actif comme Global Macro Opportunities, qui a également eu beaucoup de succès, va être lui beaucoup plus tactique dans les choix qu'il opère.
Pour donner un exemple, on a la plupart des indices obligataires qui sont dans le rouge depuis le début de l'année, les indices actions aussi, mais enfin, eh bien, c'est un fonds qui, depuis le début de l'année, a pris le pari de ne pas avoir d'obligations en portefeuille pour réellement éluder ce risque obligataire. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument privilégier ce genre d'approche, mais enfin, dans le monde multi-actif, en, je dirais, panachant en tout cas ces actifs auprès de 2-3 fonds avec peut-être des approches différentes, c'est la meilleure assurance d'avoir une bonne base de portefeuille. C'est ça. Donc, si je comprends bien, multi-actif veut dire qu'on sous-pèse les différents actifs dans lesquels on peut investir, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va investir dans tous ces actifs. Comme vous le dites, vous donnez cet exemple de ce fonds qui n'investit pour l'instant pas dans l'obligataire. Voilà, ce peut être le cas dans des fonds flexibles de ce type, ce n'est pas le cas dans tous les fonds multi-actifs. Je pense que dans en tout cas une gestion patrimoniale, les obligations ont toujours leur place, mais il y a des moments dans le cycle de marché où elles ont un peu moins leur place qu'à d'autres. Ou en tout cas, il y a obligations et obligations. Un fonds comme Global Income privilégiera le crédit puisque l'obligataire souverain ne génère plus de revenus à proprement parler, en tout cas encore en Europe. Aux États-Unis, on peut en discuter. Mais voilà des arbitrages qui peuvent être faits au quotidien et qu'il est difficile en tant que particulier de pouvoir réaliser soi-même. Et finalement, la gestion se fait toujours sur base un peu d'un triptyque, qui est une analyse fondamentale macroéconomique de départ. On va regarder dans un second temps des valorisations de différents marchés, qu'est-ce qu'on estime cher, pas cher, en tout cas au pricé au prix moyen. Et on va également regarder les facteurs techniques, quelle est la liquidité du marché, quels sont les flux vers ce type de classe d'actifs. Et sur base de ce triptyque, je schématise un petit peu, et on va pouvoir prendre des décisions au quotidien. Ok. Des fonds plutôt multi-actifs, c'est plutôt pour des investisseurs de type défensif qui, vu les taux actuellement extrêmement bas, veulent se diversifier sans prendre trop de risques. Est-ce que c'est bien ça qui pourrait attirer le plus? Oui, alors attention, je le disais précédemment, il y a différents types de fonds multi-actifs. Aujourd'hui, on a les différents profils d'investisseurs qui sont a priori possibles au sein de ces fonds. On va avoir des fonds multi-actifs agressifs, défensifs et balancés. Donc il est tout à fait possible que la plupart des auditeurs, des investisseurs qui nous écoutent, finalement trouvent leur bonheur dans l'une ou l'autre de ces structures. Je pense que l'intérêt d'un fonds multi-actif, c'est aussi, certainement dans un contexte tel que celui que nous vivons actuellement, avec une grande volatilité sur les marchés financiers, les marchés boursiers qui est revenu. Et quelque part, il faut se réjouir que la volatilité soit revenue. Quelque part, il y a un retour à la normale, ce qui n'était pas le cas en 2017. Mais enfin, qui interpelle et qui vient en tout cas vraiment heurter un petit peu nos convictions, en tout cas de marcher sur ce point-là. Et puis un environnement où on sent aussi que, eu égard à l'amélioration macroéconomique, qui est assez bien synchronisée mondialement depuis l'an dernier, on montrera tout à l'heure une diapositive pour l'illustrer, on a réellement un point d'inflexion sur les taux obligataires qui fait que la plupart des indices obligataires aujourd'hui sont en territoire négatif également. Donc finalement, on est là avec des actions qui sont relativement volatiles, de l'obligataire qui a bien performé jusqu'ici mais qui aujourd'hui peine du fait de la remontée des taux, et finalement la gestion multi-active permet réellement de trouver un petit peu son chemin entre ces diverses problématiques. Ok. On a quelqu'un qui interagit, qui demande, je crois qu'il est arrivé un peu plus tard que le début du chat, puisqu'il demande qu'est-ce qu'un fonds multi-actif. On l'a expliqué en introduction. Il demande aussi comment investir et où. Donc, c'est des fonds qui sont accessibles pour les particuliers simplement auprès de leur banque ou en allant vers d'autres banques. Bien entendu, la plupart, toutes les banques belges proposent ce genre de structure, gérées en interne ou en tout cas proposent des prestataires de services externes comme nous par exemple, le cas échéant. Donc, je dirais toutes les bonnes banques en Belgique proposent ce type de véhicule. Ok. On va s'intéresser maintenant vraiment comment fonctionne un fonds multi-actif, comment surtout en interne vous réfléchissez pour voir quelle pondération vous donnez, obligations, actions et même au niveau zone géographique et sectorielle. D'abord, première question pour comprendre ce fonctionnement. Est-ce que vous vous réunissez tous les mois, toutes les semaines pour parler marché financier et pour voir comment évoluer dans votre gestion ?
Alors, nos équipes multi-actifs réunissent, se voient tous les jours, c'est évident. Maintenant, il y a évidemment un processus qui est formalisé, avec évidemment des meetings plus conséquents sur base mensuelle et sur base trimestrielle, avec également un objectif de communiquer les choix qui sont pris par ces équipes. Alors, il faut savoir que quand je parle par exemple d'un fonds comme Global Income qui a 20 milliards de dollars d'encours sous gestion, ça veut dire qu'on aborde énormément de classes d'actifs. Même un professionnel du monde de la finance est tout à fait incapable d'être aussi expert sur le secteur biotech qu'il ne l'est sur le secteur technologique. Et qu'en est-il lorsqu'il faut évoquer évidemment le monde obligataire ou que sais-je. Donc ça veut dire que la gestion d'un fonds de ce type est réellement dédiée à différents spécialistes en interne qui vont pouvoir... Je pense par exemple à une thématique comme la dette émergente, qui est encore une des rares places dans les marchés obligataires où on peut encore tirer son épingle du jeu aujourd'hui, puisque dans les rendements relativement élevés, des perspectives inflationnistes qui baissent. Mais la dette émergente, d'abord, il y a différents types de dette émergente. C'est une expertise tout à fait spécifique, notamment en matière de trading, pouvoir la traiter sur les marchés. Donc il est certain que même un gestionnaire d'un fonds multi-actif déléguera en interne la gestion de sa poche dette émergente, soit j'ai un gestionnaire externe, c'est ce que font parfois certaines banques en Belgique qui ont des expertises sur les actions européennes, mais pas sur la dette émergente par exemple, qui iront confier un mandat à un prestataire externe, soit vous avez une entreprise finalement de taille globale telle que la nôtre, où ces expertises sont en interne. Mais donc réellement, il s'agit pour le gestionnaire d'un fonds multi-actif d'être un chef d'orchestre et de dire, sur base de ce qui lui est remonté des différents spécialistes des différentes classes d'actifs, de se faire une opinion sur les pondérations à donner, sur là où il y a les meilleures opportunités compte tenu du mandat de gestion qui est le sien. Okay. Et vous, en tant que stratégiste, qu'est-ce que vous apportez lors d'une réunion pour parler pondération? Quel est votre rôle et comment est-ce que vous réfléchissez lors de ces réunions? Alors je pense que tous les stratégistes qui sont intégrés dans un processus, notamment de gestion, en tout cas de multi-actifs, ont des, backgrounds spécifiques. Évidemment, il y a des gens qui seront plus orientés sur l'analyse macroéconomique d'une région spécifique. Je pense que là aussi, finalement, être un fin connaisseur d'une économie, je pense qu'il faut y opérer au quotidien pour pouvoir réellement porter un jugement qui soit valable. Il va y avoir des stratégistes qui sont des stratégistes obligataires, des stratégistes actions, des stratégistes crédit, et qui est réellement pour ambition de prendre le pouls d'un secteur et de réellement voir ce triptyque que j'évoquais là tout à l'heure, de mesurer l'état des fondamentaux, mesurer les valorisations, je dirais sur base absolue et relative, et puis voir les facteurs techniques. Encore une fois, liquidité, intérêt pour la classe d'actifs, est-ce qu'il y a des flux, pas de flux vers ces classes d'actifs, sont autant d'éléments qui permettront aux stratégies d'émettre une recommandation qui sera le cas échéant suivi ou non par le comité d'asset allocation. Ok, on va parler vraiment maintenant d'actu et voir un peu quelle est votre vision par rapport à l'actu et comment cela peut se traduire dans la gestion des fonds multi-actifs. Premier slide, ici on affiche donc l'indice PMI du secteur manufacturier. Donc c'est des chiffres qui viennent de chez vous. L'intérêt n'est pas vraiment dans les chiffres, mais plutôt dans la couleur du tableau. Et pour voir, en fait, plus ça tend vers le vert, plus l'économie mondiale, ici pour le secteur manufacturier, va bien. Oui. Alors, je pense que ce tableau est très important. Pour moi, c'est un de mes favoris et c'est certainement un tableau qui fait partie intégrante de nombre de comités d'asset allocation chez nous comme ailleurs. Je pense qu'il est important de voir dans quelle direction soufflent les vents économiques. Finalement, gérer un fonds multi-actif, c'est un peu comme un marin en mer et d'essayer de capter les vents favorables tout au long de son trajet. Et il est certain qu'in fine, les performances boursières, les performances obligataires sont drivées par ce qui se passe d'un point de vue économique. Alors, les indices PMI ont le mérite d'être publiés mensuellement, d'être publiés pour un grand nombre de pays. Alors, ce que les auditeurs ne peuvent peut-être pas voir, c'est qu'il est normé autour de 50. Au-dessus de 50, finalement, ça veut dire que l'économie est en phase d'expansion. En dessous de 50, l'économie est en tout cas en
voie de ralentissement. Et il est assez intéressant, pour faciliter la lecture du tableau, on a coloré de vert lorsque c'était au-dessus de 50 et d'orangé ou de jaune lorsque c'était en dessous de 50, de voir qu'il y a réellement une dynamique qui s'est installée en 2017 d'un point de vue économique. Alors on avait des beaux chiffres de croissance dans ce certain nombre d'économies depuis 2008, mais ce n'était pas le cas partout. 2017 a réellement été l'année d'accélération, mais également synchronisation des cycles économiques mondiaux. C'est également, et les chiffres vont ici jusqu'au mois de décembre, mais entre-temps les chiffres du mois de janvier et du mois de février ont été publiés, on reste toujours dans des niveaux qui sont relativement élevés, même si les chiffres sont un petit peu retombés, ce qui a d'ailleurs participé à peser un petit peu sur le sentiment des investisseurs ces derniers jours en bourse. On l'a vu notamment en Europe, où les PMI sont un petit peu redescendus depuis des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Mais enfin, pour nous, c'est un outil de pilotage important, c'est de voir si dans l'analyse fondamentale qu'on fait de l'économie, eh bien, on est toujours dans une phase d'accélération ou de décélération. Lorsqu'il y a phase de décélération, il faudra prendre des arbitrages, mais en phase d'accélération, typiquement, on sait que la croissance réelle, et on aurait pu prendre un autre graphique avec l'inflation conjuguée à l'inflation, donc le terme de croissance nominale est quelque chose qui soutient les bénéfices d'entreprise de manière tout à fait significative. La corrélation entre les deux est d'ailleurs très forte. Et donc, par exemple, sur base de ce tableau, eh bien, je peux encore vous dire que lors des comités d'asset allocation qui ont été tenus au mois de mars chez JP Morgan Asset Management, il a été décidé de maintenir une surexposition au monde d'action par rapport au monde obligataire. Et ça, c'est souvent une des premières grandes décisions qu'il faut prendre au sein d'un fonds multi-actif. Où mettons le curseur? Est-ce qu'on le met plus vers le monde obligataire ou plus vers le monde action? Dans le jargon, on parlera de sur- ou sous-pondération. Je pense, ça, ce sont pour les fonds multi-actifs classiques. On a des fonds flexibles où, ces curseurs sont d'abord multiples et, les décisions se prennent différemment. Mais là, vraiment, le tableau vu... ce qui donne plus dans le vert, on va rester dans l'aspect couleur, vous êtes tout à fait confiant au niveau macroéconomique et vous pousse à aller vers les actions. Alors je pense que l'environnement de marché ces dernières semaines et certainement depuis le début du mois de février suscite un grand nombre de questions et elles sont légitimes. In fine, est-ce qu'il faut se demander, est-ce que quelque chose a changé d'un point de vue économique? Est-ce que réellement il faut craindre qu'on ait des lendemains qui déchantent d'un point de vue économique? J'en ai pas le sentiment. À titre personnel, il est certain que je suis plutôt spécialiste, en tout cas de l'Europe, puisque j'y opère, l'essentiel de mon temps. J'observe que partout en Europe, en tout cas, la dynamique économique est très positive depuis l'an dernier et qu'elle continue à l'être en ce début d'année. Et ce, dans des économies aussi qui étaient parfois restées à la traîne. Je pense notamment à la France, qui a notamment publié un déficit budgétaire qui est enfin en ligne avec les objectifs de Bruxelles, où on voit la confiance des ménages et des entreprises qui remonte. On voit que les États membres en Europe peuvent à nouveau avoir une politique dite plus procyclique. On l'a vu dans le cas de la Belgique, qui envisage un plan d'investissement. On le voit dans le cas de l'Allemagne, qui envisage enfin de dépenser son surplus budgétaire. Les Pays-Bas ont annoncé des mesures budgétaires également. Donc quelque part, c'est intéressant de voir, et c'est le cas en Europe, mais c'est le cas mondialement, à l'heure où les politiques monétaires qui ont soutenu l'économie et les marchés ces dernières années sont petit à petit normalisées au gré que les économies se normalise, mais on a vraiment le sentiment qu'il y a une prise de relais, en tout cas des autorités gouvernementales, pour continuer à stimuler leur économie, puisqu'aujourd'hui, ils ont à nouveau une marge de manœuvre, certainement en Europe, parce que finalement, plus de croissance, c'est moins de coûts, notamment pour les allocations chômage, pour des prestations sociales quelconques, c'est plus de recettes d'impôts notamment, donc c'est quelque chose qui équilibre le budget de manière assez significative. Rappelons aussi qu'en Europe, on est toujours dans un environnement de taux très bas, ce qui fait évidemment que la plupart des États ont relativement facile à boucler leur budget, puisque nous sommes des États, et la Belgique c'est certainement très endettée, donc la charge d'intérêt est quelque chose de tout à fait significatif. En Europe, en 2012, la charge d'intérêt pour les gouvernements sur la zone euro représentait 2,6% du PIB. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'1,6% du PIB. Donc c'est un gros pourcent de PIB en moins à payer pour des intérêts qui peut dès lors être redirigé vers des investissements productifs et quelque part qui soutiendront la croissance. On l'a très fort vu aux États-Unis, où là aussi l'économie se porte globalement bien. On avait les interrogations fin 2017 quant à la pérennité de ce cycle, parce que ça fait quand même, c'est le troisième cycle d'expansion le plus long de l'histoire.
On a beaucoup d'interrogations par rapport à la politique de Donald Trump, mais enfin, laissons-lui tout de même le fait que la réforme fiscale qu'il a initiée, qui va coûter 1500 milliards de dollars sur 10 ans, qui va creuser le déficit à 5% du PIB en moyenne durant la décennie à venir, eh bien, en tout cas, va stimuler la croissance. On le voit assez fort depuis le début de l'année. Nombre d'entreprises américaines ont signalé qu'elles allaient finalement exploiter les gains qu'elles avaient de cette réforme fiscale pour aller stimuler l'économie. Je mentionnerai un exemple. JP Morgan a annoncé que tous ses employés aux États-Unis allaient recevoir une augmentation de 10%, et Jamie Dimon a annoncé la construction d'un nouveau siège central à New York. Pour citer une entreprise parmi d'autres, c'est quelque chose qu'on a vu assez bien dans le monde de l'entreprise aux États-Unis. Japon, on a d'excellents chiffres de croissance également pour le Japon. On sent que les Abenomics réellement portent leurs fruits. Et la Chine, qui a inquiété à nombre de reprises ces dernières années, eh bien, pour une fois, suscite à nouveau beaucoup d'espoir en termes de soutien à la croissance mondiale, puisqu'on voit que finalement la reconduction de Xi Jinping au pouvoir, c'est l'assurance de voir le processus de réforme continuer. Il faut tout de même lui laisser aussi que ces réformes ont été très effectives ces dernières années et que malgré un petit peu les tensions que je qualifierais de façade qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis pour l'instant, derrière, il y a pas mal d'ouverture du marché chinois, notamment sur les marchés actions. Les indices MSCI intégreront notamment les actions chinoises prochainement sur les marchés obligataires, mais ouverture pour les entreprises étrangères. Un gestionnaire d'actifs qui voudrait gérer des fonds diversifiés depuis la Chine peut le faire aujourd'hui de manière autonome, alors qu'auparavant, il était nécessaire d'opérer par une joint venture. Donc économiquement, je perds un petit peu, mais on a réellement, pour moi, une année 2018 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Le FMI, Banque mondiale et autres, finalement, sont tous du même avis. Ok. Je vais me concentrer sur un aspect que vous avez évoqué, c'est les tensions commerciales qu'on connaît actuellement entre les États-Unis et la Chine, même si apparemment elles se réduisent petit à petit vu les déclarations ces derniers jours des deux côtés de l'accord. Juste un graphique au niveau du commerce mondial. Qu'est-ce que vous pensez de ces tensions entre États-Unis et Chine? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça impacte votre stratégie ou pour vous, pour l'instant, on est plutôt dans une approche prudente et on attend de voir? Alors je vais vous livrer notre lecture de la situation et rien ne dit évidemment qu'elle sera validée par les faits. Mais je pense que si je regarde un petit peu les deux graphiques qui sont à l'écran, 2 points. Tout d'abord, on est dans une économie mondialisée, globalisée et on voit évidemment que les différentes zones économiques sont interdépendantes. Vous avez les exportations de produits par pays exprimées en pourcentage du PIB. Donc on voit évidemment que finalement tout le monde est assez bien lié avec les autres zones économiques. On voit tout d'abord que, alors qu'on avait craint avec l'arrivée de Donald Trump fin 2016 que le commerce mondial allait finalement se gripper avec ses velléités protectionnistes, on voit très fort sur le graphique de droite que finalement il n'en a rien été. Si on regarde à partir de 2016, on voit qu'au gré de l'embellie économique mondiale, on a vu ce commerce mondial finalement rebondir de manière assez significative. Alors, je ne peux pas préjuger de ce qui sera décidé entre la Chine et les États-Unis. Néanmoins, je pense qu'il faut peut-être davantage s'attacher aux faits qu'aux mots. Finalement, Donald Trump a pris le choix d'avoir une stratégie de négociation qui est de finalement la politique un petit peu en tout cas d'aboyer fort, comme il a été souvent fait référence dans la presse, mais de mordre très peu. On l'a vu finalement l'an dernier, où Xi Jinping a été l'un des rares chefs d'État qui a eu les honneurs de la résidence de Floride de Donald Trump à Mar-a-Lago. Dans la foulée, 2 accords commerciaux quand même significatifs ont été signés. Je dis souvent, et je l'ai déjà dit ici, que depuis 2017, l'Américain moyen peut manger du poulet chinois dans son Kentucky Fried Chicken et inversement, les agences de notation américaines peuvent aller noter des entreprises chinoises. Des asset managers peuvent s'établir hors joint venture. Donc il y a quand même une ouverture qui a été réalisée. Donc on verra ce qui se passera ici.
Je noterai que la Chine, comme l'an passé, adopte une démarche prudente et relativement conciliante. Quelque part, on ne peut pas dire que la stratégie de négociation de Donald Trump soit inopérante. Rappelons-nous un peu le sujet du renminbi, par exemple, qu'il estimait d'évaluer lors de la campagne présidentielle. Depuis la nomination de Donald Trump comme président, le renminbi a gagné presque 10% par rapport au dollar. Donc, quelque part, c'est une stratégie de négociation qui porte ses fruits à certains égards. Maintenant, il est vrai que, en tout cas, il y avait d'abord la bataille sur l'acier et l'aluminium. Sur ce point, je noterai quand même que la Chine avait peut-être devancé les demandes de Donald Trump, et pas spécialement faire plaisir aux États-Unis, mais la Chine avait entamé début 2016 un processus de réforme de son industrie de production de matières premières, parce qu'elle est finalement pas, je dirais pas propre pour l'environnement, et ça c'est un gros problème écologique auquel la Chine fait face, et que c'était souvent des industries moribondes, et que la Chine avait envie finalement de fermer pour pouvoir réorienter les travailleurs vers une industrie de services. Sur l'année 2017, je cite ici les chiffres de nos équipes émergentes qui couvrent les pays émergents. La Chine a finalement supprimé l'équivalent de la production annuelle d'ArcelorMittal d'acier. Donc pour donner un petit peu un exemple, dans l'industrie chimique aussi, il y a beaucoup de mouvements en Chine où là aussi beaucoup d'entreprises qui avaient pu opérer au détriment, au fi des règles environnementales sont aujourd'hui fermées si elles perdurent dans cette voie aussi. Donc la Chine avance quand même assez fort sur ces matières et ces derniers temps, en tout cas ce qui a été exprimé par les autorités chinoises, la volonté de trouver des mesures pour réduire l'excédent commercial qu'ils ont avec les États-Unis. Donc j'ai quand même un peu l'impression que finalement il y a eu des mots très durs au départ, mais que derrière il y aura sans doute une approche plus conciliante qui sera privilégiée. En tout cas, ça a été la stratégie de Donald Trump jusqu'ici, où il y a quand même eu du rétropédalage quasi systématique sur nombre de sujets. On peut supposer que ce sera le cas sur celui-ci. Alors la Chine n'a pas encore finalement opposé de mesures de sa part pour réellement contrecarrer les plans de Donald Trump. Moi je dirais qu'il y a peut-être des mesures commerciales si on avance réellement dans cette guerre commerciale, mais également des mesures financières. Et à mon avis, c'est ça qui fera que le bon sens triomphera à un moment. La Chine est quand même première détentrice de bons du Trésor américain, 6% du marché. Les États-Unis, compte tenu de leur réforme fiscale, ont besoin d'investisseurs pour acheter des treasuries. Et il y a encore une émission qui est prévue pour cette semaine, je pense. Donc il faudra réellement aussi ménager ces bailleurs de fonds. Donc jusqu'ici, notre lecture est que, voilà, je dirais, tant qu'une approche plus nuancée suit les propos relativement durs qu'on a pu voir, ce ne sera pas vraiment disruptif pour les marchés. Maintenant, si ça devait être un précédent et qu'en effet les États-Unis continuent à envisager ce genre de démarche hors de l'Organisation mondiale du commerce, c'est évidemment quelque chose qui pourrait être plus déstabilisant. On n'en est pas là jusqu'ici. Mais donc, si je comprends bien, concrètement, au niveau de cette tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça ne vous pousse pas à vous écarter soit des actions chinoises, soit des actions américaines? Que du contraire, on conserve d'ailleurs un intérêt pour les deux zones. Je pense qu'il est trop tôt pour prendre ce genre de décision. En tout cas, à ce stade, rien n'a changé. Que du contraire, en 2017, il y a eu plutôt des accords commerciaux qui ont été signés. Et je dirais l'histoire récente nous pousse plutôt à croire que finalement le bon sens triomphera et que c'est une posture de négociation et qu'in fine un consensus sera trouvé. Donc on maintient, nous, notre conviction dans le monde action, comme je l'exprimais au départ, sur base de notre analyse macroéconomique. Les États-Unis continuent à aller bien, la Chine également. Et voilà, c'est plutôt le scénario d'une solution au cours des prochains mois. Ok. Passons à un autre sujet d'actualité qui était pour la semaine passée la Fed, donc la politique des banques centrales et voir l'impact que ça a sur la gestion des fonds multi-actifs. La semaine passée, Jérôme Powell, qui maintenant préside la Fed, a annoncé la première hausse de taux qui était attendue par les marchés. Première hausse de taux pour 2018. Il a annoncé dans la foulée que pour 2018, on resterait dans les pas de Janet Yellen, c'est-à-dire 3 hausses de taux cette année. Mais par contre, pour 2019, il a annoncé aussi 3 hausses, alors que pour l'instant, on tablait sur 2 hausses pour 2019. Est-ce qu'on voit une sorte d'accélération du resserrement de la politique monétaire de la Fed? Et quel est l'impact auprès de vos fonds multi-actifs?
Alors je pense que oui, c'est ce problème, enfin en tout cas cette question est probablement plus importante et plus lourde de sens, en tout cas pour les marchés financiers que l'ont été, que le seront les discussions Chine-États-Unis, si tant est qu'elles finissent bien évidemment, mais c'est vrai que l'environnement de taux, et je dirais ce qui est à la base de cet environnement de taux, la politique monétaire des banques centrales, est un point important. Alors, je pense que la Fed de Jérôme Powell a toutes les raisons finalement d'accélérer un petit peu, et vous le notiez sur 2019, c'est déjà en tout cas le cas. Je pense que le livre beige de la Fed publié au mois de janvier était l'un des plus optimistes qu'on ait pu voir ces dernières années. Finalement, les propos de Jérôme Powell ont été assez conformes à ce qui avait été évoqué dans ce livre beige, et c'est vrai que vu les États-Unis, tous les voyants sont au vert, en ce et compris ce qui nous manque, nous en Europe, l'inflation. On a certes une croissance des salaires qui reste peut-être un petit peu en deçà de l'objectif, mais qui reste quand même tout de même robuste. Donc c'est vrai que Jérôme Powell a tout intérêt à prendre un petit peu les devants, d'autant plus que faire un stimulus, une réforme fiscale telle que le gouvernement fédéral l'implémente actuellement, à ce stade du cycle économique, je rappelle que c'est la troisième plus longue phase d'expansion de l'histoire des États-Unis, on l'a rarement fait, voire jamais. C'est typiquement une politique keynésienne de relance de l'économie avec des mesures budgétaires. Habituellement, on fait ça plutôt quand on est en creux de cycle, lorsque l'économie est en récession, où finalement le gouvernement se substitue aux agents privés pour relancer l'économie. Non, ici, c'est vraiment en fin de cycle. On a déjà un marché du travail qui est très tendu, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que cette réforme fiscale pourrait, quelque part, susciter des pressions inflationnistes. Ce à quoi la Fed doit être naturellement très vigilante. Alors, je pense qu'au rythme de hausse de taux annoncé par la Fed, il n'y a pas quelque chose qui est vraiment disruptif pour les marchés. Donc je pense qu'il faut même finalement voir en cela une bonne nouvelle. C'est quand même un baromètre de la santé économique. Maintenant, attention, la Fed a pu remonter ses taux assez aisément ces dernières années grâce au fait que la politique monétaire mondiale restait très accommodante. Partout ailleurs, les banques centrales maintenaient des taux bas et c'est toujours le cas. Ce qui fait que finalement, l'appétence des investisseurs pour les bons du Trésor américain était grande. On a vu que les Japonais, les Européens ont été vraiment friands d'obligations américaines parce que le portage était positif par rapport à ce qu'on pouvait avoir en Europe ou au Japon qui étaient parfois des taux négatifs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est moins vrai. Alors certes, les taux américains sont remontés, mais les coûts de couverture de change ont augmenté également. Ce qui fait que pour un investisseur japonais aujourd'hui, ça n'a plus de sens, plus d'intérêt économique d'aller investir en dette américaine. Il a plus d'intérêt à venir investir en Europe. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller parce que, évidemment, la Fed ne pourra plus augmenter les taux aussi facilement, je veux dire, sans créer quelque part des dommages collatéraux sur les marchés obligataires. Donc on peut s'attendre à ce que les taux longs aux États-Unis remontent également, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici, parce qu'on a cet aplatissement de la courbe des taux, et qu'on aille toucher d'ici la fin de l'année 3,25, peut-être 3,5%. Alors, en tout cas, premier élément, ça pour en tout cas la stratégie d'investissement d'un fonds multi-actif, ça veut dire que sur sa poche obligataire, on risque quelque part d'être déforcé si on a de la sensibilité au taux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus avoir d'obligations, mais il est certain qu'avoir des obligations à 10 ans, des obligations souveraines qui vont réellement être impactées par l'augmentation des taux, ce n'est pas une bonne décision. Donc typiquement, nous allons sous-pondérer la partie obligation souveraine. En jargon, on va dire on va sous-pondérer la duration et la sensibilité au taux d'intérêt. Mais par contre, ce qu'on va continuer à faire au niveau obligataire, c'est investir en crédit, parce que le crédit, bien qu'il soit cher, se traite pour des maturités beaucoup plus courtes, entre 3 et 6 ans, si je schématise un petit peu, et offre toujours des coupons plus élevés. Finalement, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on s'inquiète de l'impact marché des hausses de taux. Avant la crise de 2008, les coupons étaient tous suffisamment élevés que pour les fluctuations de l'obligation sous-jacente posaient peu de problèmes, on ne les voyait pas du tout. Ici, les coupons sont trop faibles et dès lors, on risque de voir assez bien ces fluctuations de taux. Une obligation à 10 ans qui ferait face à une augmentation de 1% des taux d'intérêt, donc c'est grosso modo ce que la Fed de Jérôme Powell nous annonce, eh bien, peut perdre jusqu'à 10%
en valeur de marché. Alors naturellement, c'est finalement une réflexion théorique, puisqu'on peut se dire si je tiens mon obligation jusqu'à maturité, je recevrai mon principal, et c'est vrai. Maintenant, évidemment, ça veut dire qu'on a un coût d'opportunité. Il y a des nouvelles obligations qui sont émises avec des taux plus intéressants, et on peut se demander si la meilleure décision est en effet d'allouer aux obligations souveraines. Nous leur préférons les obligations d'entreprise et les obligations émergentes dans les fonds multi-actifs qui conservent une poche obligataire. Ou on va plus loin, dans les fonds flexibles comme un fonds comme Global Macro Opportunities, où là on a décidé que voilà, il y avait de meilleures opportunités ailleurs et on se déleste, je dirais, de la poche obligataire. Au-delà, je pense que ce qui pourrait renforcer évidemment ce mouvement, c'est qu'on voit que les anticipations de taux directeurs du marché augmente. Oui. Donc on va avoir une resynchronisation des politiques monétaires. Ce n'est pas pour demain, certes, la BCE s'est encore montrée très prudente, mais néanmoins l'embellie conjoncturelle en Europe est indéniable. S'il n'y a pas de mouvement pour 2018, il y aura certainement l'arrêt du quantitative easing en 2018 en Europe, mais peut-être la première hausse de taux en 2019. Donc on va quand même se recaler un petit peu plus sur les États-Unis et dans d'autres marchés mondiaux, ça devrait être le cas. Et d'autant plus que les taux sont un outil, mais les bilans des banques centrales en sont un autre. C'est l'augmentation de ces bilans est quelque chose qui a assez bien soutenu les actifs obligataires, les prix de ceux-ci. C'est quelque chose qui va beaucoup moins les soutenir prochainement. Donc attention, je dirais, au monde obligataire souverain. Je note, et on avait un petit peu revu les flux sur le marché, notamment à l'occasion de la publication des flux dans l'industrie européenne par EFAMA. On voit que les fonds multi-actifs que nous évoquons aujourd'hui ont été plébiscités par les investisseurs, mais on voit par exemple aussi que les fonds obligataires ont encore, je dirais, plus de succès. Certes, un fonds obligataire n'est pas l'autre, mais attention, beaucoup sont encore tributaires d'un indice de référence dont la sensibilité au taux a plutôt augmenté ces dernières années et dont le rendement moyen a plutôt baissé. Donc attention, et c'est là aussi que le fonds multi-actif, je dirais, s'impose comme une solution dans ce contexte-là. Ce sera moins facile de gagner de l'argent sur les marchés obligataires dans les mois et années qui viennent. Ok. Là, on a vu vraiment au niveau de l'actualité comment ça marche. On a parlé beaucoup ici de la poche obligataire. On va s'intéresser au niveau action, bien entendu, qui est un actif très plébiscité par les investisseurs particuliers belges. On a juste 2-3 petites questions que je vais me permettre de poser juste en guise d'interlude. On a une première question qui demande quelle est la différence entre un fonds flexible et un fonds multi-actif. En fait, le fonds flexible, c'est un fonds multi-actif flexible, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Alors, flexible, c'est vraiment avec, je dirais, peu d'indices de référence, notamment qu'il y a une plus grande flexibilité, qui va avoir une approche beaucoup plus tactique par rapport à des fonds multi-actifs classiques qui vont essayer de maintenir de tout temps une allocation 50-50, 60-40, 70-30 par exemple. Un fonds flexible sera moins tributaire de ce genre de bornes de manœuvre, si je puis m'exprimer ainsi. La gestion diversifiée multi-actif existe depuis de nombreuses années. Traditionnellement, c'est vrai que ça a toujours été des arbitrages entre actions et obligations et de savoir où on place le curseur, et des profils défensifs balancés ou agressifs existent depuis de nombreuses années. Et le curseur est évidemment à un niveau neutre, un point neutre différent selon les stratégies. Maintenant, c'est vrai que ces dernières années, on voit des stratégies dites flexibles qui exploitent un plus grand nombre de classes d'actifs, qui ne sont pas tributaires de curseurs à proprement parler, qui ont plutôt un objectif de volatilité, et ça laisse évidemment une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de risques, mais ça veut dire que le risque, en l'occurrence, est la volatilité est l'outil de pilotage principal. On ne pourra pas mesurer le risque pris par ce fonds-là sur base de son allocation action ou obligation. On n'a par exemple pas d'obligation dans un fonds comme Global Macro Opportunities, et pourtant, depuis le début de l'année, il affiche une meilleure performance, notamment et parfois moins de volatilité que des fonds qui sont, je dirais, balancés. Donc, c'est une grille de lecture qui est tout à fait différente, mais les fonds flexibles vont exploiter un plus grand nombre de classes d'actifs. Je pense aux devises, vont utiliser produits dérivés, par exemple, et voilà, tout ce qui est aujourd'hui disponible sur les marchés. Les fonds flexibles auront
évidemment, le cas échéant, peut-être pas un indice de référence action ou obligation, ou en tout cas un mix des deux, mais mesureront leur valeur ajoutée par rapport à un indice qui est le cash, par exemple. Oui. On parlera de total return ou d'absolute return, et ce sont en tout cas ce genre de fonds qui répondent en tout cas à l'appellation flexible. Ok. Autre question plus générale, c'est quelqu'un qui demande que pensez-vous des SICAV mixtes de fonds. Le rendement peut être égal au SICAV mix normal. Oui, alors je pense que tout d'abord, à titre personnel et professionnel, je défends naturellement les fonds mixtes, les fonds diversifiés. Ça me semble être une approche patrimoniale intéressante. Alors certes, il y a des fonds de fonds et des fonds qui sont, je dirais, gérés tout à fait en interne. Les deux peuvent afficher de très très bonnes performances. Je pense que ce qui est important, et aujourd'hui, outre gérer des actifs, c'est surtout gérer les risques inhérents à ces actifs. Ce qui est important, c'est que dans les deux cas, le gestionnaire, le chef d'orchestre que je mentionnais là tout à l'heure, ait une possibilité de voir la concentration de son portefeuille dans toutes les classes d'actifs auprès de tous les émetteurs de manière transparente à tout moment. Ce qui est parfois plus difficile dans des fonds de fonds. Ça veut dire que si une société X utilise le fonds d'une société Y, est-ce qu'à tout moment, elle sait voir si la société Y est investie, je ne sais pas moi, dans telle ou telle entreprise, qui serait le cas échéant reprise déjà, peut-être sur la partie obligataire ou peut-être la partie action, dans un autre fonds du portefeuille. Donc évidemment, lorsque c'est géré par une seule et même maison, évidemment, on a une vue complète du portefeuille. Et il peut arriver, je ne sais pas moi, qu'on ait l'obligation d'une entreprise et qu'on estime qu'on ne va peut-être pas prendre l'action parce qu'on est déjà assez bien exposé à cette entreprise, ne fût-ce que par la dette. Ou on va se poser la question, ok, une entreprise A, B ou C, par où est-ce qu'il est le plus intéressant de l'aborder? Est-ce que c'est par la dette ou est-ce que c'est par l'action? Donc ça donne aussi ce genre de possibilités, tandis que lorsqu'on panache en fonds de fonds, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des doublons qui, d'un point de vue concentration de risque, peuvent être moins bons. Maintenant, à voir, je dirais, les systèmes qui sont implémentés dans les maisons qui font du fonds de fonds, mais il n'y a pas nécessairement, en tout cas, un problème de performance. Pour moi, c'est surtout une question de gestion des risques et de concentration qui, pour moi, fait que quelque chose de géré, je dirais, directement est pour moi plus solide de ce point de vue-là. Ok, j'ai bien compris. Autre question par rapport à ces fonds de fonds, c'est aussi pour un investisseur particulier qui, on le sait depuis 2008, où les banques ont vendu des produits plus complexes et moins compris par les investisseurs, il y a une tendance à plus de transparence. Un fonds de fonds est parfois un peu plus compliqué à comprendre pour un investisseur particulier. Oui, naturellement. Alors maintenant, je vais quand même revenir un tout petit peu sur ce que je viens de dire. C'est un petit peu plus difficile à comprendre, puisqu'il faut évidemment comprendre les stratégies implémentées dans les différents fonds en question. Alors, il faut voir le fonds de fonds. Je pense qu'il y a pas mal de structures qui sont proposées sur le marché belge qui prennent notamment 2, 3, 4 fonds mixtes, fonds diversifiés, les combinent pour, je dirais, avoir quelque chose, pour vendre un produit fini de la sorte. Ça peut avoir un intérêt, peut-être qu'on a certes moins de transparence parce qu'il n'est pas possible à tout moment de voir les positionnements des 4 portefeuilles, par exemple dans le schéma que je prends, mais ça veut dire qu'on va diversifier, en plus de ces actifs, le risque qu'on a sur le gérant ou la société de gestion. Il est probable qu'une société de gestion X ait une très bonne année, prenne des bonnes décisions, et c'est très bien, que celle Y ait cette année-là un peu plus de difficultés. Maintenant, en général, évidemment, c'est pas toujours la même année que tout le monde rencontre des problèmes. Donc ça peut avoir des intérêts de ce point de vue-là. Et puis certaines maisons sont spécialisées dans des approches multi-actifs plus flexibles, d'autres dans des approches multi-actifs plus long-only. Et là, ça a un intérêt réellement en termes de corrélation entre ces structures, d'avoir différents sous-jacents en portefeuille. Notamment, je le mentionne parce que c'est un fonds multi-actif flexible qui a cet intérêt, un fonds comme Global Macro Opportunities dans la gamme de JP Morgan est un fonds qui est relativement peu corrélé avec des fonds multi-actifs classiques. Ce qui fait que lorsqu'on l'ajoute à un portefeuille déjà composé de fonds multi-actifs classiques, eh bien, ça permet a priori statistiquement, d'augmenter le couple risque-rendement du portefeuille. Ok, il nous reste un petit quart d'heure pour voir la partie action et conclure un peu cette vidéo. On va vite alors voir les différents graphiques que vous nous avez donnés sur la partie action. Là, on voit au niveau
des bénéfices des entreprises, bénéfices par action, et puis de la valorisation des différentes zones géographiques. Au niveau des actions, de manière générale, est-ce que vous êtes, on l'a entendu de manière générale, plus surpondéré au niveau des actions, mais au niveau des zones géographiques, est-ce que vous avez un curseur placé sur une zone géographique particulière? Oui, certainement. Alors bon, tout d'abord, en effet, vous le mentionnez, on est toujours positif sur les marchés d'actions. Je pense que dans le contexte actuel, c'est quand même bon de le rappeler. Alors je voudrais quand même aussi nuancer évidemment la capacité d'anticipation d'un stratégiste ou d'un gestionnaire. Lorsque je suis rentré dans ce métier, je voyais des professions comme la mienne, comme des gourous capables de prédire l'avenir. Il n'en est absolument rien. Donc je ne peux pas vous dire de quoi demain sera fait sur les marchés financiers. Cela étant, notre job est réellement d'analyser les fondamentaux. On a vu les fondamentaux économiques, on a vu les fondamentaux obligataires. Je pense que ce qui se passe dans le marché obligataire est assez important pour les marchés d'actions. Il faut savoir que le prix d'une action est finalement déterminé sur base de l'actualisation des cash flows futurs, de ses dividendes, de ses bénéfices. Et plus le taux d'actualisation est élevé, moins le prix sera élevé. Ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est des anticipations de taux à la hausse, notamment dans le sillage de la publication des salaires aux États-Unis début du mois de février. Et donc, on a revu les prix des marchés financiers à la baisse sur base d'un environnement de taux qui allait être beaucoup plus élevé. Maintenant, le ratio de valorisation d'un marché d'actions, c'est à la fois l'actualisation des cash flows futurs, c'est une chose, mais c'est également, ça dépend du taux d'actualisation, mais également de ces cash flows. Or, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que ces cash flows, ces bénéfices, en l'occurrence pour les actions, ont été revus à la hausse dans de nombreux cas. Et certainement aux États-Unis, où là, tout d'un coup, décembre 2017, on a l'annonce de cette réforme fiscale. On peut avoir beaucoup de questions sur son utilité économique. Maintenant, pour l'investisseur, l'actionnaire, c'est tout bénéfice. Ça veut dire que finalement, les bénéfices des entreprises vont être dopés de manière significative. Donc sur ce tableau qui vient conforter notre décision de maintenir une surpondération en action, que voyons-nous, c'est que les bénéfices des entreprises sur la gauche continuent de progresser de manière assez significative. Et partout? Partout, un petit peu moins en Europe, raison pour laquelle on est peut-être un petit peu moins positif sur l'Europe que sur les autres marchés, mais États-Unis, Japon, marchés émergents sont certainement les trois marchés que nous plébiscitons aujourd'hui dans nos portefeuilles. Alors, les valorisations sont un point important. Alors, je voudrais signaler que sur les valorisations au 31 décembre 2017, entre-temps, elles sont toutes légèrement retombées, mais enfin, le constat n'est pas fondamentalement différent. On a des valorisations qui ne sont pas très attractives, pas très chères, qui sont grosso modo au niveau des moyennes historiques. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de perspectives pour voir ces valorisations remonter, ou en tout cas, si tel était le cas, ce serait plutôt là un signe négatif pour moi sur les marchés financiers. C'était un petit peu d'ailleurs la tendance qu'on avait eue au mois de janvier, où on avait eu vraiment un fort engouement pour les marchés boursiers. Et pour moi, c'était allé trop vite, trop loin. Et quelque part, je trouve que dans le mouvement de respiration auquel on assiste pour l'instant, il y a quelque chose tout de même de sain. Je ne pense pas que celui-ci remette en cause nos perspectives pour 2018. Ça revient aux fondamentaux, et les fondamentaux sont à gauche et sur les slides macroéconomiques qu'on a pu évoquer précédemment. Alors il y a encore d'autres diapositives qui suivent et qu'on peut peut-être montrer. Oui. Allez, voir ici du côté. Ici, c'est vraiment au niveau de l'évolution des marchés actions américains, ici spécifiquement, et de leur évolution depuis 1928. Oui, alors il y avait un conseiller de Bill Clinton, je pense, qui avait eu cette phrase célèbre en pleine campagne présidentielle, et je cite, « It's the economy stupid », donc, et c'était une phrase qui est restée célèbre et dans les annales. Je pense que les marchés d'actions, c'est la même chose. Alors, encore une fois, je n'ai absolument pas la capacité de vous dire si nous allons avoir un marché baissier. Par marché baissier, la définition qui est retenue, c'est un déclin du marché de plus de 20% dans les prochaines semaines. Je trouve que les conditions ne sont pas réunies. Et la condition numéro 1 pour un marché durablement baissier, c'est d'avoir une détérioration fondamentale de l'économie, c'est d'avoir une récession. On a repris les 10 grands marchés boursiers de ces dernières années. Vous voyez qu'on remonte jusqu'au crack de 1929. On voit que dans l'écrasante majorité des cas, nous étions dans un contexte de récession. Alors, il y avait parfois des pics inflationnistes qui étaient également des problèmes qui ont pu conduire à des marchés baissiers. Pourquoi ? Parce que, pic inflationniste, les banques centrales ont dû remonter les taux brusquement pour réellement contraindre l'inflation, ce qui a été négatif. On le voit notamment ici dans des occurrences qu'on a pu
avoir par le passé. Mais donc, ou parfois des éléments techniques, comme le crack de 1987, par exemple. Donc, pour moi, les conditions ne sont pas réunies, mais ce tableau a le mérite de remettre en perspective en tout cas les conditions, nombre de mois avant et après le début du marché Bercy. Et qui soutient votre opinion positive pour les actions américaines. Oui, ici je dirais qu'en effet, ce paramètre-là dans l'analyse fondamentale de se dire « ok, on commence à s'inquiéter si on voit des signes d'une récession se profiler à l'horizon », mais toute chose étant égale par ailleurs, cette réforme fiscale de décembre 2017 est quelque chose qui va repousser la récession un petit peu plus loin. Et ceci, j'irai de l'aveu de la plupart des observateurs. Le FMI estime notamment que la réforme fiscale américaine pourrait rajouter 1,2% au PIB d'ici à 2020. Alors certes, c'est cher payé, là je ne vais pas rentrer dans ce débat-là pour un peu de croissance, mais enfin c'est quelque chose qui va soutenir cette croissance et donc ça reporte le risque d'une récession au-delà. Maintenant, toutes les récessions ne donnent pas lieu à un marché baissier. On pourrait très bien avoir une récession aux États-Unis qui est définie dans les cercles économiques par 2 trimestres de croissance économique négative. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir si les bénéfices des entreprises suivent. Et là, en tout cas, ce qu'on a pu voir jusqu'ici, au 4e trimestre 2017, était très encourageant. Donc on a, sur la plupart des régions, un petit peu moins en Europe, même si c'est quand même très solide en Europe aussi, de très très bonnes croissances bénéficiaires. Et in fine, c'est ça qu'en tant qu'actionnaire, nous achetons. Justement, revenons à l'Europe après les États-Unis. Si ça veut bien, tiens. Ah oui, on y est déjà, pardon. Donc voici l'indice MSCI Europe depuis les années 80 et donc on voit en gris la performance sur l'année civile et en rouge les pics baissiers pendant l'année. Oui. Je pense que, et certainement dans une période telle qu'on la vit maintenant, c'est important parce qu'il n'y a rien à faire. En tant qu'investisseur, on est avant tout des êtres humains et notre sentiment lorsqu'on voit du rouge tous les jours sur les écrans est évidemment de tenter de sortir du marché. C'est en général une stratégie qui n'est pas vraiment payante. Alors je pense que des contextes de marché tels que nous les vivons pour l'instant ne sont pas anormaux. Encore une fois, 2017 était très anormal à cet égard, faible volatilité et faible baisse des marchés. On peut voir sur 2017, par exemple, le marché était retombé à -4 entre le point haut et le point le plus bas. Et quand on regarde un peu dans l'histoire, ça n'arrive pas fréquemment, évidemment, qu'on ait ce qu'on appelle des reculs en cours d'année aussi faibles. Ce début d'année, les chiffres doivent être peut-être mis à jour, on était un peu plus bas que -7, interpelle, mais enfin, comme vous le mentionnez souvent, c'est écrit dans le sous-titre, on a finalement un recul moyen en cours d'année qui est de plus de 15%, la médiane est de 12%, mais in fine, sur les 38 années analysées ici dans ce tableau, 30 se sont révélées positives. Donc je pense que dans le contexte de marché actuel, ça reste, en tout cas c'est comme ça que nous gérons les fonds multi-actifs, c'est de dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui a diamétralement changé dans l'équation? Il faut faire abstraction, je dirais, de notre sentiment à chaud lorsqu'on voit évidemment les marchés baisser comme ils le font là pour l'instant, et certainement pas couper de manière trop hâtive dans sa poche action. C'est pas parce qu'on est à -7, -8 pour l'instant que pour autant on ne terminera pas l'année en territoire positif. On a pu voir que les bénéfices des entreprises restaient au rendez-vous dans la diapositive précédente et que l'environnement macroéconomique restait robuste. Mais les marchés s'ajustent à un environnement de taux qui est certes plus élevé. Donc, oui, et c'est pour ça aussi que vous vous réunissez seulement une fois par mois, c'est pour ne pas réagir trop à chaud par rapport à un contexte boursier qui peut être, comme vous l'avez dit, avec ce retour de volatilité, parfois très changeant. Oui, attention, un fonds multi-actif est géré au quotidien, il y a des interactions au quotidien, mais pour les grandes décisions. Pour les grandes décisions, formaliser les grands arbitrages. S'il y a un événement de marché, il y a réunion. S'il n'y a pas d'événement de marché significatif, le but est aussi de gérer ce genre de fonds dans la longueur. Donc on est évalué sur un cycle de marché plutôt que sur une année calendaire. C'est un petit peu le problème un petit peu de la mesure de performance. On se réfère toujours à une année en particulier, mais c'est réellement s'inscrire dans la durée en tous les cas lorsqu'on aborde le monde action par exemple. En tout cas dans nos fonds long only, dans les fonds plus flexibles, c'est vrai que là il y aura des positionnements plus tactiques qui peuvent être pris.
le cas échéant avec des produits dérivés sur indice pour les jouer à la hausse ou à la baisse de manière plus tactique. À ce moment-là, on fera plutôt des stratégies, enfin des arbitrages de ce type dans des fonds beaucoup plus tactiques comme ceux-ci. Ok. On arrive maintenant à la fin de notre chat vidéo. Comme je le dis à chaque fois, j'aime bien en guise de conclusion faire un peu le tour de la question qu'on a évoquée aujourd'hui, surtout que parfois on part dans tous les sens. Donc la question du jour, c'est les fonds multi-actifs. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et pour qui est-ce? Finalement, les fonds multi-actifs sont des SICAV comme toutes les autres, mais qui ont le mérite d'investir dans toute la palette des classes d'actifs disponibles sur le marché. Donc ce sont des fonds qui seront extrêmement bien diversifiés, qui vont permettre de maximiser finalement le couple rendement-risque. Donc qui permettent finalement d'avoir une solution tout en un pour aborder les marchés financiers sans avoir à se poser la question soi-même ou lors de ses rendez-vous avec son banquier de quel actif privilégier à quel moment. Ici, tout est, je dirais, solutionné dans le cadre du fonds en question. Il existe des fonds multi-actifs, je dirais, avec différents profils, défensifs, balancés, agressifs, des fonds qui sont plus flexibles que d'autres. Donc il existe différentes stratégies dans lesquelles, a priori, la plupart des investisseurs du marché pourront se retrouver. Je pense que dans le contexte de marché tel qu'on le connaît actuellement, avec des marchés actions qui sont aujourd'hui relativement volatiles, avec des marchés obligataires qui ont bien performé ces dernières années, mais qui vont pâtir de la remontée des taux, eh bien c'est assez finalement avantageux d'avoir une solution tout en un qui va se charger au quotidien de procéder à ces arbitrages. Je pense que la globalisation de l'économie et des marchés financiers fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de pouvoir, à titre individuel, réaliser soi-même un portefeuille bien diversifié. Parce que bien diversifié, ça veut dire qu'il doit déjà être global par nature. Alors on peut certes être un fin connaisseur du BEL 20, voire du marché européen, voire de ci, voire de là, et pourtant, vous savez, dans l'éco, qu'il y a une nécessité d'avoir quantité d'analyses sectorielles sur entreprises et autres. C'est déjà une somme de connaissances immense, mais imaginez transposer ça à l'échelle mondiale, c'est tout à fait impossible. Parce qu'il y a là aussi une offre de service au sein d'une équipe multi-actif, d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui réellement pourra suivre l'ensemble de ces éléments. Donc pour moi, c'est le stade ultime, en tout cas, de la diversification. Des gros fonds multi-actifs peuvent avoir plusieurs milliers de lignes donc d'émetteurs différents en portefeuille, ce qui minimise aussi, a priori, le risque qu'une erreur ou un problème non anticipé sur l'une d'entre elles ne pénalise la performance de l'ensemble de manière trop significative. Il faut toujours aussi, lorsque nous choisissons des classes d'actifs dans ce genre de portefeuille, on fait toujours attention aux aspects techniques. Est-ce qu'il y a des flux positifs ou négatifs de ce genre de classes d'actifs? C'est, à juste titre, finalement, les fonds multi-actifs sont assez fort plébiscités en Europe et en Belgique comme une solution, je dirais, patrimoniale de base pour le portefeuille de la plupart des investisseurs. Encore une fois, les chiffres FMA, BAMA le reconnaissent. Néanmoins, je pense que ça pourrait encore être amélioré dans les prochaines années. Je notais que l'an dernier, c'était encore les fonds obligataires qui avaient été plébiscités. Et là, je pense qu'il faut quand même faire attention dans les prochaines années. Obligataire flexible, oui. Obligataire indiciel, c'est quand même un petit peu plus dangereux. Donc, fonds multi-actifs, pour moi, constituent idéalement la pierre angulaire d'un portefeuille. Alors, je ne suis pas habilité à conseiller les gens qui nous écoutent, ce n'est pas mon rôle, ce sera le rôle de leur banquier. À titre personnel, comme professionnel, c'est ce que je fais. J'ai dans mon portefeuille, et mon banquier nous écoute peut-être, mais également plusieurs fonds diversifiés comme base de portefeuille. Et là, je pense que c'est intéressant, c'est d'avoir différentes stratégies dans les fonds diversifiés, des fonds flexibles, comme je l'évoquais, qui se veulent décorréler des fonds multi-actifs classiques et qui, dès lors mis ensemble, eh bien, apportent de la robustesse au portefeuille. Et pour moi, c'est la meilleure façon de ne pas devoir regarder son portefeuille tous les jours en se demandant est-ce que je suis bien positionné par rapport à tel ou tel événement de marché? Est-ce que mes pondérations sont bonnes? Est-ce que je n'ai pas finalement des actifs qui vont tous aller dans la même direction? Non, il y a beaucoup de décorrélation. Et la recherche de la décorrélation aujourd'hui, c'est une des stratégies les plus importantes dans un fonds multi-actif. C'est vraiment essayer de choisir des éléments qui soient décorrélés les uns les autres. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne vue d'ensemble transversale sur le portefeuille pour faire ces mesures de corrélation
je dirais, entre les différentes positions le plus possible. Eh ben parfait, voilà, je crois qu'on a résumé un peu qu'est-ce que sont les fonds multi-actifs. Merci en tout cas Vincent et Vince d'avoir participé à notre chat vidéo. Merci à vous, internautes, d'y avoir participé également. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chat vidéo. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.